Bienvenue à tous. Malgré ses risques et ses limites, l'intelligence artificielle offre des opportunités considérables pour améliorer notre quotidien et renforcer la valeur ajoutée de nombreux métiers en libérant l'humain des tâches répétitives et chronophages. Elle permet de recentrer les efforts sur des missions plus complexes et utiles. L'intelligence artificielle et les métiers de demain, nous en parlons sur ce plateau avec Monsieur Paou Batana. Vous êtes directeur général d'IPNET Institute of Technology. Monsieur Batana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan, merci de m'avoir invité ce matin sur ce plateau. L'intelligence artificielle transforme les métiers existants et en crée de nouveaux. Monsieur Batana, comment se positionner sur les emplois d'aujourd'hui et de demain? Merci. L'IA va profondément transformer les métiers. Il y a trois axes. Les métiers répétitifs, des tâches répétitives vont être automatisées. L'IA va permettre d'augmenter la productivité des gens qui savent s'en servir. Et l'IA va permettre la création d'une nouvelle génération de métiers jamais connus jusqu'à ce jour. Parmi les métiers qui vont être transformés, par exemple, je donne, parce que la liste est longue, vous prenez le métier de la comptabilité, le métier de logistique, de service client, marketing, pas marketing digital, mais marketing, et même de la cybersécurité. Ça, c'est les métiers qui vont subir une profonde transformation. Deuxièmement, il y a des métiers qui vont être boostés. Ça veut dire que les métiers en rapport, les spécialistes de l'IA, les spécialistes de l'intelligence artificielle, ceux qui sont capables d'étudier l'IA appliquée à la médecine, l'IA appliquée à la santé, etc. Troisièmement, il va y avoir de nouveaux métiers. Par exemple, parmi les nouveaux métiers, il y a ce qu'on appelle le prompt engineer. Il y a les spécialistes de l'éthique en intelligence artificielle. Il va y avoir les spécialistes qui vont développer les interfaces pour faciliter la communication entre l'IA et l'humain. Prenons l'exemple de prompt engineer. L'IA ne va pas vous permettre, sans rien faire, d'obtenir des résultats. Vous devez pouvoir donner des informations et poser des questions. Ça, c'est ce qu'on appelle le prompt engineer. Vous savez, à titre de comparaison, au village, quand les gens vont chez les charlatans, en général, ils se font accompagner par quelqu'un qui sait bien poser la question. C'est ça, en comparaison, c'est ce qu'on appelle le prompt engineer. Il va y avoir des prompt engineers spécialisés en comptabilité, des prompt engineers spécialisés dans la banque, et ainsi de suite. Quelqu'un peut essayer de cumuler tout ça là. Et en même temps, qu'elle a été accueillie comme une véritable opportunité, l'intelligence artificielle aujourd'hui est aussi regardée comme un défi. Et dans quel sens? Il y a plusieurs défis. D'abord, le défi en rapport avec la compétence et l'emploi. Le défi avec la protection des données personnelles. L'éthique. Le défi géopolitique. Prenons d'abord le premier. L'IA va supprimer les emplois peu qualifiés et va profondément transformer les autres. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce qui va se passer dans les entreprises, sur le marché du travail en général, les gens qui maîtrisent l'utilisation de l'IA vont être très productifs. Donc, il va se poser un problème pour ceux qui n'en savent rien du tout. C'est-à-dire que si dans une entreprise, vous donnez un travail à quelqu'un qui, légitimement, sans IA, ça va lui demander peut-être 2 mois, et puis quelqu'un, en utilisant l'IA, il va prendre une demi-journée, il est clair qu'il va se poser le problème pour celui qui ne sait pas se servir de l'IA. Et ce que j'ai dit, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a certaines tâches, ça va vous demander peut-être 2 semaines, 3 semaines, même un mois, alors qu'avec l'IA, vous pouvez le régler en une demi-journée. D'accord? Et dans tous les métiers. Donc ça, c'est le premier défi. Ensuite, le défi en rapport avec la protection de données personnelles. Vous voyez, lorsque vous voulez faire un traitement de données, vous voulez interroger l'IA pour vous faire un traitement, vous êtes obligé d'envoyer des données. Ça va être soit vos données personnelles, soit des données d'entreprise et tout ça. Et donc, derrière, il y a une boîte noire qui traite, mais qu'est-ce que les gens en font? Point d'interrogation. Donc ça, c'est un vrai défi. Il y a aujourd'hui, en Occident, il y a même dans certaines firmes où les développeurs, il est interdit aux développeurs d'applications d'utiliser les outils de l'IA. D'accord? Donc les jeunes qui sont dans l'informatique aujourd'hui,
qui n'apprennent pas à régler les problèmes sans se servir de l'IA, ils vont avoir de très gros problèmes lorsque ils débarquent dans des environnements comme ça. Parce que les entreprises redoutent que si vous balancez ce type d'informations, les propriétaires de l'IA peuvent déjà même anticiper sur les innovations qu'ils veulent apporter. Et ça peut faire l'objet de vol. Et comme vous le dites, les entreprises vont rechercher du personnel exerçant des métiers dans l'intelligence artificielle. Alors, comment est-ce que vous, en tant que formateur, intégrez ce nouvel outil dans vos programmes d'enseignement? Nous avons déjà intégré ces choses-là dans nos programmes. Nous avons par exemple 3 licences. Il y a une licence intégrée mathématiques et informatique. Il y a une licence spécialisée sciences de données. Il y a une licence en intelligence artificielle. Maintenant, les gens qui ont fait d'autres filières en informatique, il existe des certificats de 6 à 9 mois pour leur permettre de faire la transition pour aller vers soit l'IA ou l'intelligence artificielle. Donc, on est déjà prêt. Et donc, parce que c'est les nouveaux métiers, ça va être ces métiers-là, justement. Oui, allez-y. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on encourage les jeunes à aller vers l'IA, par exemple, vous pouvez être un spécialiste de l'IA ou de sciences de données et maintenant par exemple, être spécialisé en finance, en comptabilité ou dans un autre domaine pour aller aider les gens à être plus productifs là-bas. Pas seulement pour créer les outils de l'IA, mais pour renforcer la capacité des gens. Et on a vu avec vous, sur ce même plateau, les métiers de l'avenir, avec l'informatique, M. Batana, comment l'intelligence artificielle nous repositionne dans le monde professionnel de demain. Alors, c'est que, d'abord, il faut, pour survivre aujourd'hui, je vais d'abord dire que l'IA ne va pas remplacer l'être humain. L'IA va obliger l'être humain à développer des compétences ou à se reconvertir. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Les gens font beaucoup d'amalgame. Oui, mais le jour où l'IA va complètement... Bill Gates dit que dans 10 ans, ça va remplacer presque tous les métiers. Mais dans les faits, en tout cas pas dans nos pays. Je veux dire, ce n'est pas demain matin que dans la plaine de Mono là-bas, qu'on va avoir un robot qui va commencer à produire le labourer moins cher que l'ouvrier lui-même. Et que les gens, les exploitants soient capables d'acheter ce robot-là. Non. Déjà, plaçons-nous dans une logique. L'IA va obliger les gens à monter en compétence ou à se convertir. Donc, ça veut dire que pour la plupart des professionnels, il vaut mieux intégrer l'IA dans leur métier aujourd'hui. C'est-à-dire que, je veux dire, le minimum qui va arriver aux gens, c'est d'apprendre à être un prompt engineer. C'est-à-dire que dans votre propre métier, de se former pour être un prompt engineer. Comment utiliser les informations, alimenter les informations, poser les questions pour que vous ayez les meilleurs résultats. Voilà, donc il ne faut pas que les gens s'alarment trop. Ça va obliger, je dis bien, tous les métiers. Et concrètement, la question que les jeunes se posent, vers quel métier s'orienter à l'ère de l'intelligence artificielle? Le minimum, c'est l'informatique. D'accord? Parce que, en gros, ce que l'IA est en train de faire, c'est que tout va s'informatiser. Mais à l'intérieur de l'informatique, les gens peuvent aller vers les sciences de données, l'intelligence artificielle, tout ça. Mais la transformation dans nos pays, ça va prendre un certain nombre de temps, d'accord? Donc, mais grosso modo, ce qu'on demande aux gens, quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, il faut être excellent. C'est-à-dire que l'IA va remplacer les tâches peu qualifiées ou répétitives. Donc, moralité, on conseille aux jeunes de chercher à être excellent. Et à la fin, si votre métier se transforme, vous allez voir comment ça se transforme et vous adapter en utilisant massivement l'IA dans votre métier. Monsieur Batana, vous vous plaisez à former des intrapreneurs, comme vous aimez bien le dire, c'est-à-dire des gens capables de créer des postes en entreprise. Quelles peuvent être les reconfigurations de ces profils lorsque l'IA est aussi à mesure de supprimer certains postes, il faut le reconnaître? Vous savez, l'IA, c'est une opportunité pour ces jeunes. C'est-à-dire que déjà, avec l'IA, vous vous formez dans votre propre domaine pour être excellent. Et maintenant, avec l'IA, ça peut vous permettre de gagner le temps et même d'être plus performant que sans l'IA. Donc, c'est plutôt une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous prendraient un mois, vous pouvez le faire peut-être en une demi-journée. C'est plutôt une chance. L'IA tout seul, sans homme, ne peut pas, sauf dans ce qu'on appelle les entrepôts et des choses comme ça, ou bien des voitures sans chauffeur, des trucs comme ça. Mais dans les bureaux et tout ça, il faut des gens. Quand même, c'est-à-dire que ça vient plutôt renforcer ça. Ce n'est pas un handicap. Donc, il faut être excellent et il faut apprendre à maîtriser l'utilisation des outils de l'IA pour être plus performant.
Et l'avenir des intrapreneurs est toujours Tout à fait, d'actualité. Parce d'actualité. que ça vient plutôt renforcer leur position, justement. C'est-à-dire que c'est plus facile. C'est-à-dire, ça veut dire que vous pouvez avoir peu d'expérience, mais si vous savez vous servir des outils de l'IA, vous pouvez avoir un résultat en réalité qui dépasse votre expérience professionnelle. Et aujourd'hui, lorsqu'on en parle, on se pose la question, alors où est-ce que le continent africain se positionne dans cette nouvelle configuration informatique mondiale? Oui, cette semaine, je viens de voir qu'il y a un milliardaire zimbabwéen qui vient de créer un centre de calcul dédié à l'IA en Afrique du Sud. Il va après l'étendre au Nigeria, en Égypte, au Kenya. Ça avance. Mais pour qu'on aille plus vite, il y a ce que j'ai souvent parlé de parcs technologiques, les hubs d'innovation. C'est comme les Anglais disent, that is the way to go, right? C'est il faut y aller. On n'a pas de choix. J'ai vu certains qui se posaient la question de la nécessité. J'ai dit les yeux fermés, allons-y. Pourquoi? Parce que nous avons la jeunesse. Les autres pays voient leur population diminuer en nombre et vieillir. Ça veut dire que si nous avons une population, une jeunesse très bien formée, nous allons pouvoir régler nos problèmes, rester chez nous, prendre le problème et rester chez nous, les résoudre, leur remettre ça. Aujourd'hui, il y a un des meilleurs exemples, c'est le Maroc. Ils viennent de lancer un projet gigantesque là-dessus, c'est-à-dire que vraiment, c'est la voie à suivre. Qu'est-ce qui se fait au Maroc? Et d'abord, ils le faisaient, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un méga hub parc technologique. D'accord. Déjà, ils étaient dans le outsourcing, c'est-à-dire que vous savez, quand on crée un parc technologique, c'est un endroit où les écoles, les entreprises informatiques, tout le monde se trouve. Pour faciliter, créer une proximité qui va engendrer une familiarité qui va favoriser l'innovation. Et donc là-bas, il y a les incubateurs qui vont transformer les diplômés en entrepreneurs. Il va y avoir des centres délocalisés de droit d'application, software engineering offshoring. C'est-à-dire que, et là, c'est ces centres le Maroc est en train de mettre lourdement l'accent sur ce qu'on appelle les software engineering offshoring. C'est-à-dire que c'est les centres délocalisés de droit d'application où les entreprises se créent. Ça peut être des gens qui viennent des nationaux, des étrangers qui se créent, qui prennent des projets, qui les traitent, qui renvoient les résultats en Occident. Vous voyez? Donc, c'est vraiment... au Togo, il y a dans l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, il est prévu la création d'un hub d'innovation. J'espère vraiment que l'argent va être trouvé pour concrétiser ça. Le Bénin a lancé son Semer City sur 350 hectares. Ils envisagent la création. Ils pensent qu'un tel projet peut engendrer la création de 100 000 emplois dans les 20 prochaines années. Ça, c'est-à-dire que surtout pour les pays faiblement industrialisés, ça devrait être une priorité. Oui, puisque vous présentez les opportunités de ces centres, ces hubs technologiques, mais qui peinent encore à pousser sur le continent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une certaine volonté de développer ce secteur? Non, vous savez, le Sénégal a mis quoi, 43 milliards. C'est un problème d'argent. D'accord. Sinon, je ne pense pas que quelqu'un doute de la pertinence d'une telle aventure. C'est un problème d'argent. Le Sénégal, ils ont mis 43 milliards pour financer ça. Bon, donc, c'est pour un pays comme le Togo, il faut compter au moins dans les 30 milliards et plus. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. J'imagine que le jour où les pouvoirs publics vont trouver l'argent, ils vont pouvoir investir dans le secteur. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que l'État fait? L'État décrète une zone comme étant le parc technologique. Ils construisent quelques bâtiments, ils font des routes. Et puis le reste, les universités de classe internationale viennent s'installer là-bas. Les entreprises aussi. Et je pense que comme c'est nous qui avons la jeunesse et que l'informatique, c'est la science des jeunes, c'est le moment de préparer les jeunes pour non seulement résoudre les problèmes, mais résoudre les problèmes des autres pays du monde qui ont une population qui donc décroît en nombre et puis vieillit. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où on traite d'énormes quantités de données par les entreprises et les administrations. Est-ce que l'IA va-t-elle peut-être nous imposer des métiers autour des algorithmes? Je donne juste un exemple. Oui, vous savez, je vous dis, la révolution de l'IA est plus importante que la révolution d'Internet elle-même. Oui, c'est-à-dire que les bouleversements que l'IA va
introduire, ça va dépasser les bouleversements qu'Internet est venu introduire en réalité. Donc, tout le monde sera impacté. Aujourd'hui, quel que soit votre métier, vous pouvez avoir un gain de productivité en utilisant les outils de l'IA. Ah oui, c'est vraiment... moi, aujourd'hui, j'utilise à peine Google. Ah oui, c'est-à-dire que je vais très rarement sur Google parce que en fait, l'IA permet de rendre des gens plus performants et plus efficaces. Ah oui. Alors, est-ce que ça veut dire que nous tous, nous devrions nous former à l'IA pour tirer suffisamment profit de ce nouvel outil? La réponse, c'est oui. C'est-à-dire que, vous savez, on ne nous demande pas d'être des ingénieurs IA. Nous sommes en train de dire que quel que soit votre métier, d'abord l'enseignement. L'enseignement va être l'un des secteurs qui va être le plus profondément touché par la présence de l'IA. D'accord ? Plus les jeunes en savent et moins les enseignants en savent, ça va déboucher sur une dégradation de la qualité de l'enseignement. Par contre, si les enseignants eux-mêmes savent, ils sont bien formés en IA, ça va engendrer une amélioration significative de la qualité de l'enseignement. Donc, c'est pour dire que c'est dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Et croyez-moi, d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, beaucoup de jeunes, du fait de leurs propres efforts, vont savoir comment utiliser l'IA. Alors justement, M. Batana, à la fin de cet entretien, oui, en quelques secondes, quel conseil donneriez-vous à cette jeunesse engluée entre espoir et résignation dans ce microcosme désormais dominé par l'intelligence artificielle? Ce que je dirais ici, c'est ce que j'ai dit aux étudiants de IPNET au cours des dernières semaines où je les ai rassemblés, et pour leur donner 4 conseils. Il faut être excellent. Et pourquoi? 1, parce que la jeunesse a le potentiel. Mais le potentiel sans travail acharné, sans rigueur, discipline et persévérance, ça ne sert à rien. 2, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, il leur reste au moins un demi-siècle à vivre. Les transformations qu'il va avoir dans les 10 prochaines années vont dépasser toutes celles qu'on a connues au cours des 30 dernières années. 3, les gens doivent être, en informatique, c'est un métier universel. Les gens doivent être prêts pour travailler en Australie, au Japon, aux États-Unis, partout. Et dernièrement, le marché de l'emploi est difficile. Donc, il faut se serrer la ceinture, redoubler d'efforts, développer les compétences. Voilà mes 4 conseils. Merci à vous, Monsieur Pao Batana, directeur général d'IPNET Institute of Technology. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est à moi de vous dire merci. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.